Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Cité du Vin. Alors, en attendant que les dernières personnes s'installent, donc je voudrais dire un petit mot d'introduction. On est très heureux d'accueillir ce soir à la Cité du Vin cette conférence inaugurale des Vendanges du Savoir. Nous sommes ravis d'être partenaires des Vendanges du Savoir depuis bientôt 10 ans. Oui. Et d'accueillir chaque mois dans notre programmation les conférences, ces conférences qui rendent accessible au plus grand nombre la culture scientifique autour de la vigne et du vin, et qui est donc dans l'ADN de la programmation de la Cité du Vin. Donc merci au comité de pilotage pour cette programmation de qualité que vous proposez dans chaque année. Nous sommes aussi évidemment ravis d'accueillir ce soir messieurs Jérôme Gagnès et François-Régis Gaudry pour cette conférence inaugurale. Vous aurez la possibilité, après la rencontre, de poser des questions. On fera circuler un micro-ballon que vous pourrez vous envoyer. Et puis, les personnes qui sont également sur Zoom, qui nous suivent en ligne, en direct, vous pourrez aussi poser vos questions. Donc, n'hésitez pas. Elles seront transmises aux intervenants. Et puis, à l'issue de la rencontre, donc, il y a une dégustation qui vous est proposée au premier étage. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. Je laisse la parole à Alain Blanchard, du comité de pilotage des Vendanges du Savoir. Merci beaucoup. Donc, alors, les Vendanges du Savoir, je vais essayer de vous rappeler ce que c'est très rapidement. Donc, c'est en fait, l'objectif, c'est de décloisonner la recherche scientifique sur la vigne et le vin. C'est les scientifiques qui viennent à la rencontre du grand public pour diffuser les savoirs sur la vigne et le vin, proposer un contenu. Alors ça, on y tient beaucoup à l'ISVV. Il y a Philippe Darrier, le directeur, qui est là et qui pourrait en attester. On aime les approches multidisciplinaires ou pluridisciplinaires. Et on aime participer aux débats de société, y compris aux controverses. Voilà. Et donc on a un groupe, je ne vais pas donner le nom de toutes les personnes, un groupe de pilotage. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a à la fois des géographes, des historiens, des microbiologistes, des économistes bien sûr, des gens qui sont spécialistes de l'édition scientifique aussi, etc. Voilà, on recouvre en fait beaucoup de disciplines pour essayer de croiser nos regards et vous proposer en fait une programmation. Alors, on a besoin un petit peu de soutien financier. Vous voyez nos mécènes sur la droite. Le baron Philippe de Rothschild, cette société qui nous soutient depuis le début. Et puis plus récemment, Jean-Pierre Moueix, Grand Vin, avec le château Bel Air, Mon Ange, qui nous ont rejoints. Voilà, je veux les remercier. Alors, en fait, je vais aller un peu vite en disant en fait aussi que les autres partenaires en fait sont l'université de Bordeaux, les deux universités bordelaises, l'université de Bordeaux, l'université de Bordeaux-Montaigne, et on a aussi comme partenaire aussi la Fondation Bordeaux Université qui nous aide à gérer tout cela. Alors, pour vous donner très rapidement, alors je crois que vous avez je ne sais pas si le planning a été distribué, en tout cas, vous l'avez eu peut-être, des petites plaquettes. En tout cas, vous devriez avoir le programme. Je vais très rapidement en fait vous donner quelques idées de ce programme 2025-2026. On va commencer par le changement climatique. C'est un thème bien sûr qui affecte grandement en fait la vigne et le vignoble. Et avec un collègue en fait de l'INRAE d'Avignon, qui est un grand spécialiste de bioclimatologie, de phénologie, comme on dit en fait quand on parle de la vigne, c'est-à-dire des différents stades de la vigne, et qui fait en fait aussi qui manipule ces gros volumes de données qui viennent en fait du climat et qui est capable en fait aussi de faire des prévisions. Donc c'est un modélisateur, comme on dit. Donc ça c'est le 4 novembre. Le 2 décembre, on passe complètement en fait du côté des humanités. On aura Suzanne Bavrez qui est chargée de cours à l'université de Paris Sciences et Lettres et qui va revisiter finalement la vision qu'ont les peintres du vin avec et notamment en fait les artistes à Rome au XVIIe siècle, comme vous pouvez le lire ici. Ensuite, on aura en fait une collègue bordelaise, Chloé Delmas, il y en a beaucoup qui doivent la connaître.
C'est une chercheuse particulièrement douée et qui s'intéresse en fait à ce qu'on appelle le dépérissement de la vigne, et plus particulièrement aux maladies du bois, dont elle est une grande spécialiste. Et elle va nous montrer en fait que ce cortège de micro-organismes qui à la fois en fait partie du microbiote de la vigne, mais qui peut basculer du côté obscur et devenir pathogène, met en péril en fait les ceps de vigne. Hein. C'est difficile de maintenir dans un contexte comme ça des ceps pendant des dizaines d'années, comme on le faisait il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, à nouveau, en fait, la bascule entre les sciences biologie ou chimie et les humanités, avec une historienne, Azelina Jaboulet-Verscher, qui va nous parler en fait de la perception qu'on avait au Moyen-Âge du vin, y compris dans le sens ivresse d'ailleurs, et comment c'était perçu finalement par la société, etc., avec une grande spécialiste de ce domaine. On parlera aussi, alors c'est marrant parce qu'on parle d'un côté de l'ivresse et on va basculer pour la suivante au vin sans alcool avec une grande spécialiste européenne. Alors les vendanges du savoir, on prend des spécialistes à Bordeaux quand ils existent, mais on n'hésite pas en fait à aller chercher ailleurs. Et là en fait c'est une collègue italienne et qui va une œnologue, et qui va nous parler du vin sans alcool. C'est une grande spécialiste en fait de la désalcoolisation et qui va nous faire réfléchir sur finalement la barrière entre vin et non-vin, en tout cas avec ces stratégies qui permettent d'enlever l'alcool du vin. Et on finira au mois de mai avec deux collègues aussi à l'ISVV, on les connaît bien, Hervé Hanin, donc, de Montpellier, et Françoise Brugière, qui est de France Agrimaire, et qui en fait ont depuis en fait 20 ans, voilà, ont suivi les tendances, les grandes tendances de la consommation du vin et des marchés en fait qui concernent le vin. Et voilà. Et je pense que leur analyse va être extrêmement importante pour essayer de comprendre les grands changements en fait de consommation que l'on connaît en fait en ce moment. Voilà. Alors les vendanges du savoir, c'est pas seulement des conférences, c'est aussi en fait des vendanges en ligne, donc un programme qui sera très thématique, et vous pourrez le suivre en vous connectant, avec cette année la thématique qu'on a choisie, c'est l'architecture viticole. Vous voyez trois intervenants, Dominique Gagnibank, Michel Figeac et Michel Réjalot, qui vont nous parler en fait de l'architecture des propriétés viticoles ou en relation avec le commerce du vin, comme on voit ici la dernière intervention qui concernera l'architecture des chartrons, et Michel Figeac, lui, sera plutôt sur le château viticole. Voilà. Alors on a aussi en fait un café des VDS, café des vendanges du savoir. On est toujours en train de travailler là-dessus, ce sera probablement en avril, et on diffusera l'information bien sûr par nos canaux. Et à propos d'information, comment nous suivre? Alors vous pouvez, pour ceux qui sont très modernes, prendre une photo là du QR code et vous inscrire. Voilà. Et puis pour les autres qui sont peut-être moins, sur les différents réseaux, vous avez les vendanges du savoir, vous tapez ça sur votre Google favori et vous trouverez bien sûr là où nous suivre. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Stéphanie qui va présenter les deux intervenants, même si c'est difficile de les présenter, tout le monde les connaît. Merci beaucoup Alain. Effectivement, pour reprendre une phrase qu'utilise beaucoup François-Régis Gaudry pendant ses émissions, on a deux intervenants ce soir que l'on ne présente plus. Alors je ne vais pas vous les présenter, ils le feront tout seuls. Mais par contre, je vais vous raconter ma petite histoire avec eux chaque dimanche matin à 11h. C'est ma petite séance de sport de la semaine. Et je vais faire ma petite séance de sport avec ces deux
parfait connaisseur de vin dans les oreilles. Mais le problème, c'est qu'il me donne envie de manger. Il me donne envie d'aller faire des courses, d'acheter des beaux produits, d'acheter des beaux vins. Et alors, je me suis dit, mais comment font ces gens pour inciter d'autres personnes à manger beau, à manger bon, à manger respectueux? Dans ce contexte de crise, je me suis donc dit, tiens, si on les invitait pour qu'ils racontent aux Bordelais comment ils font, de façon à ce qu'on puisse ensuite les copier. L'espace est à vous, messieurs. Merci pour votre chaleureux accueil. Je suis très heureux d'être à Bordeaux parmi vous. Bonsoir à tous, merci aussi pour votre accueil. Moi, je suis à la maison presque maintenant. Et oui, puisque tu es Bordelais d'adoption. Un immigré ici, Voilà. un réfugié politique. Ouais, c'est ça, exactement. Après avoir tant critiqué cette appellation, on en parlera peut-être. Ouais. Il y a Passer aucun du problème. Bordeaux bashing au Bordeaux-centrisme. Exactement. Très heureux d'être parmi vous pour entamer ce cycle manifestement très nourrissant des vendanges du savoir. Moi, je suis presque un peu intimidé par le fait que moi, je reste avant tout journaliste gastronomique. Alors évidemment, le vin fait partie de la gastronomie. Je considère même depuis le début de ma carrière, il y a 25 ans, que la gastronomie marche sur deux jambes, l'assiette et le verre, et il n'y a pas d'assiette sans verre. Le vin est d'ailleurs intégré dans le repas gastronomique des Français tel qu'il a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2010. Mais je reste malgré tout, on va dire, un amateur éclairé de vin en formation continue grâce à ce genre d'énergumènes qui me fournissent gracieusement un coaching personnalisé. Et je suis moi-même en formation continue en ce qui concerne le vin. Donc, oui, c'est important de bien remettre le vin dans son contexte. Et en effet, sa place principale est à table. Même si c'est un peu franco-français de voir ça comme ça, parce que quand on va à l'étranger, on s'aperçoit que les vins sont beaucoup bu en dehors des repas, notamment à l'apéritif. Et donc en France, c'est vraiment lié au repas. Et peut-être que les vins que nous produisons ici ont une vocation particulière pour se retrouver à table. Absolument. Vous comprendrez donc que cette conférence inaugurale prendra davantage la forme d'une conversation amicale entre Jérôme Gagnez et moi, puisque notre amitié, notre collaboration professionnelle à la radio, on va le voir, à la télévision aussi, de façon très régulière, remonte à une petite dizaine d'années, 2016 ou 2017. Alors, la première rencontre, c'est 2013. Oui. Et on tourne une table pour l'émission Très Très Bon à partir en 2013. Et puis après, on se croise de temps en temps. Tu m'appelles pour tourner. Et puis, lors d'une soirée chez un de mes frères, à laquelle tu es invité, je me suis moqué un peu gentiment d'un ami de mon frère qui venait me poser une question un peu snobinarde sur les primeurs bordelais. Et disons que je lui ai expliqué qu'il y avait peut-être d'autres vins à acheter, je dois vous l'avouer. Ah oui, là, tu avais fait carrément un petit one-man show autour de Bordeaux. Et en fait, il y avait la femme de François Régis, pour tout vous dire, qui glisse à l'oreille de François. Mais Elle m'a carrément tiré la manche. Le mec pour elle la radio, à part. Elle te dit, le mec pour la radio, il est devant toi. Hein. Et donc voilà. Et donc on a commencé au mois d'octobre 2017, première chronique. C'était avec une émission avec Roland Feuillard. Et j'ai fait une chronique sur les Corbières, sur Sophie Guiraudon, son Claude Laniel, elle a cuvé les terrassettes. Et effectivement, on collabore sur France Inter depuis 2017. Ouais. Ça fait donc maintenant quelques saisons. Et en entendant parler de Bordeaux, en entendant se dérouler son franc-parler, sa liberté d'expression, sa gouaille, certains le comparent, certains le surnomment même le Michel Audiard du Goulot, avec son verbe haut, et puis surtout avec cette véritable franchise. Tu parles frontalement, sans défendre le moindre intérêt commercial, tu es totalement libre d'esprit et indépendant. Et il est vrai que je me suis dit qu'il y avait certainement là le sel de chroniques très intéressantes sur France Inter, et je ne me suis pas trompé puisque Jérôme Gagnez est très apprécié par les auditeurs de notre émission sur France Inter. Au départ, j'avais tout un panel de chroniqueurs et de chroniqueuses pour évoquer le vin dans cette émission de 55 minutes. Chaque dimanche, il y a une chronique de 6 minutes qui nous permet d'évoquer le vin, mais encore une fois, d'évoquer le vin dans le cadre d'un repas plus global. Ce n'est pas une émission sur le vin, c'est une émission
de gastronomie dans laquelle on accorde une place hebdomadaire et importante au vin. Il y a une petite nuance toutefois, puisque le choix de tes chroniques, tu nous raconteras peut-être comment tu procèdes, est toujours un peu tributaire du thème général de l'émission, de manière à ce que les cuvées choisies, les thèmes, les questions, les problématiques soulevées se trouvent en accord avec le thème principal de l'émission. Donc c'est comme ça qu'on a procédé. Il est vrai qu'au départ, j'avais un panel assez large. Il y avait Dominique Hutin, quelques figures historiques, Sylvie Augereau, vigneronne dans le Val-de-Loire, est venue également évoquer le vin au micro. Antoine Gerbel, un grand journaliste, très grand connaisseur, qui a fait une carrière assez longue à la Revue du Vin de France. Et il est vrai que quand Jérôme est arrivé, c'est pas Attila, mais il a fait sa place et on l'a pris de plus en plus. Et désormais, tu intervient sur le vin 3 dimanches sur 4. Le 4e dimanche étant assuré par une jeune journaliste qui a une autre vision du vin, mais qui l'évoque à sa manière, Oui, avec d'ailleurs sa sensibilité aussi féminine. C'est Justine Knapp, qui est par ailleurs journaliste à Libération, et qui parle du vin peut-être dans des termes un peu différents, mais c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est qu'on détecte évidemment, lorsque Jérôme parle du vin au micro de France Inter, on détecte ses goûts, ses préférences, ses enthousiasmes, sa personnalité. Mes passions, ma passion. Et oui, alors je peux peut-être expliquer comment ça a commencé. Enfin, moi, j'ai créé une boîte qui s'appelle Vers le vin en 2004. C'est des événements autour du vin. Je parle de vin face à une audience qui est plus ou moins importante, entre 10 et 100 personnes. Et ça faisait, donc en 2017, ça faisait déjà 13 ans, presque, oui, 14, que j'avais l'habitude de parler de vin. Le vin est une véritable passion dévorante et j'aime beaucoup en parler. Bon. Et François Régis me propose de le rejoindre. Et donc, j'arrive au fond assez candidement à l'émission, en ayant simplement envie de transmettre la passion que j'ai pour le vin. Et puis, ça s'est vraiment décidé, enfin, en tout cas dans ma tête, c'était donner véritablement très envie aux auditeurs de goûter le vin dont je parle, de partager l'enthousiasme que j'éprouve pour le vin. Alors j'avais pour ça une ligne directrice qui est extraordinairement simple, mais n'étant pas un grand intellectuel, ça me suffit largement. La ligne directrice, c'est que quelle que soit la nature du projet, la nature du domaine, que le vigneron soit sympathique ou non, la première chose, c'est qu'il faut que le vin me plaise beaucoup. Il y a des domaines que je trouve extrêmement sympathiques, dont j'aime beaucoup les vignerons, mais je sais qu'a priori, je ne parlerai jamais tellement de leur vin parce que je n'aime pas tellement leur vin. Et que je ne veux pas me dédire de ça pour une raison très simple, c'est que je veux pouvoir rester droit dans mes bottes face à un auditeur qui m'appelle et qui me dit « j'ai pas aimé le vin dont vous avez parlé ». Ça m'est arrivé encore récemment. Eh bien, je lui dis « écoutez, j'en suis tout à fait désolé, mais moi j'ai vraiment aimé ce vin et voici les raisons pour lesquelles je l'ai vraiment aimé ». Et donc cette ligne directrice, elle me permet de faire chronique après chronique, eh bien, de dessiner un peu, alors à la fois mes goûts, c'est certain, mais aussi une certaine viticulture. Je ne suis pas très engagé, je veux dire par là que j'ai pas de chapelle, je ne choisis pas plutôt un vin bio qu'un vin pas bio. S'il y a des bons vins et un qui n'est pas bio, j'en parlerai quand même au même titre qu'un bio, parce que je considère qu'avant tout, c'est ce qu'il y a dans le verre qui est important. Évidemment, si c'est produit n'importe comment, que ça sort à 2 €, il y a peu de chances que ça arrive sur les ondes de France Inter. Parce qu'il y a un moment, personne ne vit à 2 €. On pourra en reparler sur le prix du vin. Mais, donc il y a un minimum d'éthique quand même. Mais le plus important, c'est un vigneron qui aime son métier, qui aime sa terre, et qui transmet ça dans son verre avec un vin que j'aime. Voilà, c'est très simple. Mais ça me permet de faire un tour de France, de goûter énormément de vin et de pouvoir comme ça transmettre. Au fond, je fais de l'écrémage, entre guillemets, et j'essaye d'apporter aux auditeurs un peu la crème de la crème de ce que j'aime. Encore une fois, dans une limite de budget pour que ce soit le plus accessible possible, parce que je pourrais évidemment parler d'un vin extraordinaire à 200 €. Je crains que ça n'intéresse pas grand monde, en fait. Et donc, il faut que les gens puissent s'approprier ce discours avec, précisément, en se disant « mais j'ai de quoi, dans mon portefeuille, éventuellement, en acheter une bouteille pour le goûter ». Voilà, très important, ça. On va évoquer justement la question du prix du vin, qui est très importante, parce que c'est une question, une problématique saillante, qui a fait l'objet de nombreux reproches d'auditeurs et d'auditrices.
On va évoquer ça. Alors, tu as pris un peu d'avance sur la conversation, Ah bah mais oui, moi, je pardon. me suis déjà présenté, c'est déjà fait. Oui, pour dire que je parle aussi de vin, vous en aurez un petit échantillon tout à l'heure. Je parle également de vin dans une émission où ce Gugus apparaît régulièrement, d'ailleurs, dans ma table, puisque l'émission Très Très Bon sur Paris Première consiste à visiter des adresses de bouche, pas seulement à Paris, d'ailleurs, contrairement à ce qu'indique le nom de la chaîne, mais également à Bordeaux. On a fait des émissions dans la France entière, y compris à La Réunion. Il y a un tournage qui est prévu dans quelques semaines où il y a un peu moins de vin, mais ça va se passer aux Antilles françaises. Et il y a une rubrique consacrée effectivement au vin, assurée par celui que l'on surnomme le dandy du goulot, Guilherme de Serval. Voilà, vous le connaissez. Tu portais quelle bouteille là? Est-ce que tu arrives à la reconnaître? Ça, c'est normal. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est une bouteille d'Anjou. Oui. C'est l'extraordinaire cuvée Rocanigra du C'est ça. 2018 du domaine de Bablu en Anjou. Et signalons aussi que Jérôme Gagnez s'enracine de plus en plus dans le sud-ouest en rejoignant, en tant que membre du comité de dégustation, la revue du vin de France, puisque Ah oui. tu t'occupes désormais de cette zone géographique. Et je m'occupe, oui, en fait, d'une partie du Languedoc et du Roussillon. Ouais. Ça déguste quasiment quotidiennement. Oui, ça, ouais, on y va beaucoup. Oui. C'est un sport de haut niveau. Ouais. On va déguster existe depuis 15 ans, oui. Nous avons entamé en septembre notre 15e saison. Je ne sens pas passer les années. Je viens de passer la barre en plus de mes 50 ans au mois d'août. Voilà, comme quoi le temps passe, il nous glisse entre les doigts. C'est de 11h à midi, on est quasiment en direct tout le temps. Ouais. Donc c'est une émission qui se pratique quasiment sans filet, à l'exception peut-être de certains formats comme celui que l'on enregistre jeudi, puisque nous recevons pour un format un peu spécial qui intervient une fois toutes les 5 ou 6 semaines, un format de masterclass où on met un peu sur le divan, on peut dire ça comme ça, où on passe sur le grill, une grande signature de la gastronomie française. Nous avons déjà reçu Hélène Darroze, Pierre Gagnère, Jean-François Piège, Philippe Etchebest, local de l'étape, oui. et quelques autres. Et nous Emmanuel recevons Renaud. Régis Marcon jeudi, parce que c'est une émission en public, avec de la cuisine sur une plaque de cuisson, il y a une logistique un peu plus importante. Mais en général, on est vraiment le dimanche, en direct, sans médiation, ce qui sans doute provoque un peu ou génère cette convivialité, cette franche camaraderie qui n'est pas feinte, parce qu'on est heureux d'être ensemble, on est par ailleurs amis dans la vie, Ouais. on aime bouffer ensemble, on aime boire ensemble. Je pense que ça se ressent aussi un peu à travers les ondes, et c'est ce qui sans doute crée aussi un peu le sel et le poivre de cette émission, c'est qu'il y a des bruits de bouche, il y a des bruits de bouchons. D'ailleurs, on va voir un peu plus tard avec la loi E20 que ça peut nous poser certains problèmes, et ça nous a posé des problèmes par le passé. Il y a des bruits de bouche, il y a des glou-glou-glou dans les verres, à pied. Très important, le glouglou dans les verres. Et Très important. on est sans filet en quelque sorte, Ouais. ce qui d'ailleurs peut évidemment générer quelques Oui, moi, j'ai fait dérapages quelques erreurs à de l'antenne. la part de hein. Jérôme Gagnez. Oui, tu as même le coup de gueule un peu facile. Oui, non, mais j'ai appris des choses d'ailleurs. J'ai fait des erreurs. Ouais. Bah, dans une émission sur le. J'ai fait 2 erreurs. Tiens, il y en a une que je vais confesser ici parce qu'elle n'a suscité strictement aucune réaction. Ah, mais t'étais mortifié. Je vois. C'était une erreur. J'ai passé un dimanche après-midi, mais Je me souviens, il m'a absolument appelé. épouvantable. Un jour, on fait une émission sur, je ne sais plus dans quelle émission c'était. Je me rappelle. C'était avant que je ne vienne à Bordeaux, et je fais une critique sur Bordeaux, notamment sur le Clairet. Nous allons y revenir, et je voulais dire, ces couillons de Bordelais devraient quand même en faire plus parce que c'est un vin qui est très intéressant. Vous observerez que couillon n'est pas très châtié, mais enfin, c'est pas non plus très insultant. Et c'était surtout dans ma bouche, c'était pas du tout insultant, c'est simplement pour dire réveillez-vous, vous avez un super vin, enfin bon, on va y revenir. Et je dis c'est con de Bordelais, ce qui pour le coup là est insultant. Donc François-Régis relève la tête, me regarde, je lui dis ça s'appelle une boulette. Bon, l'émission continue, et donc je m'attends à avoir une réaction assez salée d'instances bordelaises, qui eût été parfaitement justifiée. Et alors là, pas de son, pas d'image. Silence radio. Et je passe un dimanche après-midi quand même, franchement, très désagréable, parce que j'étais mortifié de cette erreur. C'était insultant, c'était nul. Enfin, ça n'avait Je pense aucun que les sens. Bordelais qui étaient de l'autre côté du poste de radio, en fait, étaient un peu tristes et vexés. Mais oui, mais ils auraient pu me dire, vous dépassez les bornes. Ça m'aurait donné l'occasion de leur écrire, de leur dire, vous avez raison, j'ai dépassé les bornes, parce que je fais amende honorable sans aucun problème. Bref, donc c'est une erreur, c'est une première erreur. Une deuxième erreur que j'ai faite, dans un peu d'enthousiasme, il y avait une de nos invités qui parlait d'un vin de Gascogne,
Et j'ai lâché au micro un peu facilement que je trouvais que ça sentait un peu le Wizard comme vin et que je trouvais pas ça terrible. Et là, pour le coup, on a reçu une lettre assez salée parce que c'est vrai que c'était. Et François Régis m'a dit après, tu peux pas dire ça. Là, j'ai vraiment appris quelque chose qui m'a servi pour la suite. Tu peux dire à peu près tout ce que tu veux à l'antenne pour peu que tu argumentes. S'il n'y a pas d'argument derrière, tu peux pas le dire. Et mon erreur était d'avoir sorti ça. Alors que j'aurais dû me dire, je ne peux pas le sortir parce que je n'ai pas le temps d'argumenter derrière, parce que la priorité de la parole, c'est aux invités. Donc ça, c'est une erreur que je regrette, parce que c'était... enfin, je crois toujours à ce que j'ai dit, je ne renie pas ce que j'ai dit, mais il aurait fallu que je puisse argumenter, expliquer pourquoi je disais ça. Je pensais que tu allais évoquer cet épisode où tu as failli te faire lyncher dans une émission en public il y a quelques années à Marseille. Parce qu'alors là, ça a quand même été... Non, j'ai pas failli me faire lyncher. On était à Marseille, c'était un mois de septembre, et j'avais fait... tu t'es fait huer. Bah oui, en même temps, en fait, je dis... on fait une émission à Marseille, je me dis, bah chic, on va parler des vins de Cassis. Très bon, il y a des blancs, super. Donc je fais un appel à échantillons, je goûte une vingtaine de cuvées. Bon, Cassis n'est pas une très grande appellation, donc 20 cuvées, j'avais quand même fait un peu le tour de l'appellation. Et je ne goûte pas de mauvais vin, mais je ne goûte rien qui justifie qu'on en parle sur Inter. Donc en fait, je n'avais pas suffisamment aimé les vins pour faire une chronique sur l'un des vins que j'avais dégusté. Et je le dis en fait en préambule, en propos liminaire dans ma chronique, je dis, bah, écoutez, voilà, je pensais parler de Cassis, mais bon, j'ai pas goûté de mauvais vin, mais j'ai rien goûté qui justifie que j'en parle sur cette antenne. Et là, je cède un peu à petite provoque. Et étant à Marseille, dans le sud, en Provence, je dis, chers vignerons de Cassis, sortez du hamac et faites-nous des grands blancs parce que vous avez un grand terroir, vous avez tout pour faire des grands blancs. Bon, et puis je passe à ma chronique qui était en l'espèce sur un vignoble juste à côté, qui était Bandol, c'était le domaine du Gros Noré d'Alain Pascal. Et là, j'ai reçu une lettre de Jean-Louis Genovesi, très emphatique, qui me disait que j'avais insulté la terre entière. C'est un désastre. Donc voilà, je lui ai répondu, on s'entend très bien. Mais voilà, donc là, bon. Bah, voilà, je voulais le dire parce que je trouvais dommage. C'est un très beau terroir, Cassis. Je pense qu'il pourrait élever les vins plus longtemps. Enfin voilà, ça pourrait être plus intéressant. Ce que Jérôme ne sait pas, c'est qu'on gère effectivement un service après-vente avec quelques courriers dont il a fallu s'occuper. On a parfois été alerté par la médiatrice parce qu'on a quand même sur France Inter, depuis 15 ans, cette double responsabilité de parler à un très grand nombre de personnes puisqu'on atteint très régulièrement les 2 millions d'auditeurs, ce qui fait de cette case radio vraiment la case leader, toute radio confondue à cette heure-là. Et notre audience n'a cessé d'augmenter au fil des saisons. Et l'autre responsabilité qui nous incombe évidemment, c'est de parler de vin et d'essayer d'en parler avec justesse, équilibre, même si de temps en temps on peut se laisser aller à une formule un peu facile à condition qu'on ne soit pas trop injuste. C'est qu'on est évidemment sur une radio de service public. Ce qui nous amène assez naturellement, alors juste à la loi E20, on va y venir, mais juste avant, on précise également que très régulièrement, on décide d'accorder, ce qui n'est pas une mince affaire, une émission entière à un thème autour du vin, avec justement des sujets très variés qui vont du vin du futur, pour évoquer évidemment l'impact du dérèglement climatique dans nos vignes, jusqu'à une grande émission avec Pascaline Lepelletier, que vous connaissez sans doute. Tu peux peut-être la présenter, mais c'est une sommelière formidable. Alors ça, je pense que absolument tout le monde ici connaît Pascaline. Pascaline est sommelière. Elle a créé, en fait, elle était associée, elle était sommelière dans un restaurant à New York qui s'appelle Chambers. Et non, c'était pas Chambers au départ. Non, maintenant c'est Chambers. C'était l'autre, c'était Origine, ou je ne sais plus comment s'appelle le restaurant. Racine, merci. Puis ensuite, elle a créé Chambers, et il s'avère que c'est notre représentante pour le mondial de la sommellerie, pour la 2e fois, en février prochain. Donc c'est une fille extrêmement talentueuse, pour le coup, vraiment très intéressante. Et on s'est intéressé à plusieurs reprises, et notamment à travers une émission en 2022, si je ne me trompe pas. En fait, elle était en 2020, cette émission. D'accord. Là, parce qu'en fait, c'était une rediff. Elle était en 2020, en 2020, cette émission. Et c'était une émission que j'avais parlé à François Régis. Je commençais à nouveau à goûter des vins de Bordeaux qui me plaisaient beaucoup. Je me dis quand même, c'est pas possible. Une aussi grande région, je goûte plein de jolies choses. Et à un moment, faut quand même remettre un peu l'église au milieu du village. On va parler aussi de
de toute cette partie de la région bordelaise dont on parle moins, sur laquelle on communique moins, et notamment les vins de l'entre-deux-mers, les vins des côtes, les vins d'appellation qui sont peut-être moins prestigieuses que les crus classés du Médoc, les appellations villages du Médoc, Saint-Émilion, Pessac-Léognan. Et l'idée était de redonner envie à nos auditeurs de goûter des vins de Bordeaux qui leur feraient plaisir, qui étaient accessibles et qui donc remettaient en avant cette région. Donc j'avais fait pas mal de déplacements, j'ai fait 7 ou 8 déplacements en 1 an et demi ici, pour venir goûter, rencontrer des gens, essayer de comprendre. Et il en est sorti une émission où on a parlé de Bordeaux, du goût du vin de Bordeaux, de redonner envie à notre public de se tourner vers cette région, de venir, de rencontrer des vignerons, de goûter des vins. Il y a des blancs, il y a des rouges, il y a une diversité tout à fait extraordinaire à Bordeaux. Et donc voilà, je ne sais pas si on a vraiment réussi ce jour-là, mais en tout cas, on a décidé ensemble et on envisage de remettre le couvert et le verre sur cette question du renouveau bordelais, d'autant que tu es quand même aux premières loges de ce beau mouvement. Oui. On en a eu encore, mais tu en parleras sans doute à travers quelques petites cuvées coup de cœur en fin d'intervention. D'ailleurs, il faut qu'on se presse un peu. Mais aujourd'hui, on a fait une très belle journée qui nous a montré précisément 2 très beaux visages du renouveau bordelais. Ouais. Très très bon, on n'y revient pas, je vous en ai déjà parlé. Et enfin, évidemment, comment faire notre métier dans le contexte de la loi E20, sachant que moi j'ai commencé ce métier dans les années 2000, la loi E20 existait depuis 1991. Et c'est vrai que cette loi E20, du nom de son instigateur Claude Évin, qui fut homme politique et avocat français, cette loi E20 a véritablement marqué un tournant dans la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. On ne se souvient pas que la loi E20, c'est aussi évidemment le tabac. Alors c'est vrai que quand on se replace dans le contexte de l'époque, les années 80, la France fait face à une forte consommation d'alcool et de tabac avec des conséquences sanitaires importantes. On a constaté notamment une recrudescence des cancers. La publicité pour l'alcool et le tabac est omniprésente. L'influence de ces industries est très forte, notamment dans le sport et dans les médias. Et puis il y a aussi une pression internationale de l'OMS, de plusieurs pays occidentaux qui ont déjà pris le pas d'un encadrement législatif de la consommation d'alcool et de tabac. Les États-Unis, le Canada, les pays nordiques qui développent des politiques de santé publique beaucoup plus strictes à l'égard du tabac et de l'alcool. Et il est vrai que la loi a fini par passer en France à la suite quand même d'une bataille homérique. D'abord au départ, l'opinion publique, j'ai consulté les sondages de l'époque, considérait que c'était des lois punitives, moralisatrices, criminalisantes. On parlait quand tu te replonges dans les revues de presse de l'époque, la viticulture, la filière reprochait de criminaliser le vin. Et les producteurs d'alcool, en effet, y étaient très hostiles, en affirmant que cette loi stigmatisait une partie de la culture française, menaçait d'ailleurs l'économie rurale. On peut s'interroger sur cette loi. Nous, on est un peu obligés, évidemment, en qualité de journaliste, de la respecter puisqu'elle encadre notre parole sur le vin. Mais il est vrai que cette loi, elle est un peu à double tranchant. On peut considérer que ça a été une façon de scier la branche sur laquelle une partie de l'économie française et de la culture et du patrimoine français était assis. On peut faire un bilan. 35 ans après, est-ce qu'il y a moins d'alcoolisme en France ? Non. Bon, merci Monsieur Évin. Où il y a un alcoolisme qui est sans doute beaucoup plus lié à l'industrie des alcools forts qu'à la viticulture française. Ce qu'on peut déplorer, c'est que cette loi vise autant le vin que le reste. Je connais assez peu d'alcooliques qui se défoncent au Morgon, au Côte-du-Puy ou au Pessac-Léognan. Et d'une part, et d'autre part, dès qu'on parle de loi E20 et d'alcoolisme, on voit une photo avec un type ou une dame avec un verre de vin. Moi, j'aurais plutôt tendance à mettre une canette de 8,6 ou un verre de vodka. Et donc, c'est tout à fait dommageable. Manifestement, encore une fois, on est quand même le seul pays, un producteur de vin absolument majeur dans le monde. On est le seul pays qui se tire une balle dans le pied pareil. C'est absolument admirable. On a même la faiblesse de penser, y compris dans le cadre de notre émission, qui a un certain impact sur l'opinion publique, puisqu'elle est très écoutée, que faire de la pédagogie, être didactique autour du vin, expliquer les hommes et les femmes qui travaillent derrière une bouteille, expliquer évidemment les paysages. On a passé la journée avec une géographe
que la vigne, c'est aussi évidemment ce qui structure nos paysages, nos pays ruraux. C'est presque une façon de combattre l'alcoolisme, finalement. Oui, c'est une façon de combattre l'alcoolisme, mais encore une fois, c'est ce que j'essaye de faire dans mes chroniques, c'est de remettre, d'abord de brosser un peu le paysage, et puis de mettre en avant le travail, l'artisanat qu'il y a derrière, la passion qu'il y a derrière. Parce que le vin, c'est pas seulement un liquide, il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de traditions, de savoir-faire qui sont très spécifiques aux régions. Et donc on est très loin d'un discours, et d'ailleurs on y fait attention, mais on est très loin d'un discours visant à inciter les gens à boire 35 hectolitres de vin tous les matins. Ce n'est pas du tout le sujet. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, nous sommes présents à la radio et à la télévision, et c'est vrai que l'encadrement, les recommandations de la loi varient d'un média à l'autre. On se rend compte d'ailleurs qu'on est plutôt bien lotis à la radio. Vous savez que sur les réseaux sociaux, globalement, toute incitation à la consommation d'alcool, de vin est interdite. Sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous connaissez l'exemple de cette influenceuse qui s'était émoustillée pour des rosés, c'était il y a 2 ans, je crois, au mois de juin. Alors peut-être sponsorisé par je ne sais quelle appellation, plus ou moins en douce, et qui avait créé cet hashtag « Buvez du rosé ». Elle a vite été priée d'enlever son hashtag qui effectivement était purement incitatif. Donc évidemment, il y a une autorité, une instance, ça s'appelle l'ARCOM, c'était autrefois le CSA quand j'ai commencé mon émission en 2010 sur France Inter, qui est censé surveiller, réguler notre propos, nous faire de temps en temps quelques remarques, mais on est obligé de constater qu'il y aurait dans l'air une certaine souplesse depuis quelques années. Incontestablement, oui. J'ai commencé ma carrière en 2010. Tu n'étais pas à l'époque au micro de France Inter, c'était Dominique Hutin. On était beaucoup plus précautionneux. On évitait justement, puisqu'il est précisé que l'usage d'effets sonores, de bruits de bouchons qui peuvent être interprétés comme une incitation, si vous écoutez l'émission aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que quand on se verse du vin, qu'on boit pour de vrai parce qu'on ne recrache pas, même si évidemment on n'est pas excessif. Non, on a une bouteille pour 5, ça va. On a presque tendance, et on a pris cette habitude, un peu encouragée par ma réalisatrice avec laquelle je communique au casque. C'est Laurane qui nous dit souvent, la réalisatrice. Rapprochez votre verre du micro, versez pour faire du bruit. Et en réalité, c'est cette ambiance sonore qui fait que de l'autre côté du poste, quand on est en train de cuisiner ou quand on est en train de faire du sport ou sur le jogging, ce qui fait que ça ruine tous les efforts sportifs de Stéphanie. Elle a très envie de déguster le vin dont Jérôme Gagnès cause. Et puis qu'on fait régulièrement et qui n'est pas du bruitage. Non, et qui est je découvre là en fait que c'est interdit. Oui. Les bruits de bouchon. C'est pour ça que je suis précisément en train de te dire que... Manifestement, ils dorment à l'Arcom le dimanche matin. Non, on ne peut que constater une certaine tolérance et une certaine souplesse. C'est parce que c'est fait avec passion, en fait. Sans doute. Ou avec talent. Mais il est vrai qu'en commençant l'émission en 2010, en l'espace de 3 ans, j'ai eu 2 courriers du CSA à l'époque. Le CSA ayant écrit à moi-même en qualité d'animateur-producteur dont on va déguster, mais également à la médiatrice et à la direction de France Inter, pour signaler, sans doute dénoncer, parce qu'on a eu aussi de très nombreux courriers de ligues anti-alcool, etc., pour dénoncer notre propension à inciter à la consommation de vin sur une chaîne de radio de service public. Voilà. Et ça, on a eu 2 courriers auxquels il a fallu évidemment répondre, auxquels on a fait scrupuleusement attention, dans la mesure où ensuite on a gentiment calmé le ton et on s'est organisé pour encadrer notre propos sur le vin dans une dimension culturelle, patrimoniale, en osant à peine faire pendant quelques semaines un commentaire de dégustation à l'autre bout du studio, enfin bref. Et puis peu à peu, le naturel est revenu au galop, on a continué à parler de vin comme on le fait aujourd'hui, mais je pense que le CSA ou l'ARCOM considèrent aussi que notre approche du vin n'est finalement pas dangereuse sur le plan sanitaire, dans la mesure où, encore une fois, on aborde le sujet par le biais humain, patrimonial, culturel, économique. Quand on s'interroge, par exemple, on fait une émission entière sur le Bordeaux bashing, évidemment, on essaie d'expliquer les ressorts de cette tendance qui a consisté à traîner dans la boue tout un vignoble français, en France,
chez les sommeliers parisiens, chez les journalistes bobos tatoués, mais également à l'étranger. Mais quand on fait une émission, évidemment, on montre ce qu'est le renouveau de Bordeaux à travers des cuvées que tu avais scrupuleusement choisies. Ouais. Donc je pense que du côté de l'Arcom, ils comprennent aussi qu'on essaie de faire de la pédagogie, et c'est peut-être aussi ça notre mission de service public. Oui, c'était encore une fois, je peux parler pour moi, la façon dont je parle du vin dont on va déguster, c'est profondément la passion qui me guide. Donc je parle d'un vin que j'ai profondément aimé, j'ai aimé ceux qui le font, j'ai aimé l'endroit où il est fait, et donc j'en parle. Je m'aperçois d'ailleurs que j'en parle quand même avec beaucoup d'emphase, souvent des vins à la radio, et effectivement, moi depuis que j'interviens, alors peut-être que tu me les as pas transférés, mais on n'a jamais eu la moindre remarque de l'Arcom, et pourtant, Dieu sait si j'essaye vraiment de donner envie à ceux qui m'écoutent de goûter ce vin. Tu as même un petit plaisir vicieux à mettre un doigt de pied de l'autre côté de la ligne jaune avec cette histoire de modération. Il y a énormément de problèmes, modération. Modération est une jeune femme, malheureusement, qui multiplie les accidents, les problèmes, et elle n'arrive jamais à être sur le plateau en même temps que nous, ce qui est bien triste. Non, parce qu'il y a la phrase, évidemment, en presse écrite, mais c'est valable également en télévision. Lorsque l'on parle de vin dans l'émission Très Très Bon, il y a un bandeau qu'on est absolument obligé de mettre. Le vin est à consommer avec le vin et tout alcool, toute boisson alcoolisée sont à consommer avec modération. Et c'est évidemment une phrase que je répète au moins 2 ou 3 fois par émission. Oui. Mais donc j'ai inventé une vie à cette modération qui multiplie les problèmes, les retards de train, noyades dans le port de Marseille, enfin bref. Bon, mais ça c'est rigolo, puis en même temps j'ai l'impression que ça les a pas plus choqués que ça. Et encore une fois, le propos, c'est de donner très envie et de transmettre le goût du vin à un public le plus large possible. Peut-être qu'on arrive à faire revenir des gens qui s'écartent un peu de la consommation du vin à la consommation de vin, en parlant inlassablement de jolis domaines, de jolis vins, de bons rapports qualité-prix, de tout faire pour que ça donne le plus envie possible et que ce soit accessible au plus grand nombre. Absolument. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, un cahier des charges que je t'ai fixé. Le vin étant encore aujourd'hui considéré comme une discipline, souvent un sport de mec, une discipline assez élitiste au regard du prix de certaines bouteilles. Il est vrai que tout l'enjeu dans une émission grand public, c'est de parler du vin avec des mots simples, en essayant de prendre l'auditeur et l'auditrice par la main. Moi, c'est finalement ma seule façon d'intervenir, notamment pour éviter un verbe trop jargonneux, lorsqu'un terme technique, et il en faut, pour expliquer la fabrication, l'élaboration d'un vin, pour expliquer des éléments de dégustation. Évidemment, tu utilises des termes techniques à condition, bien entendu, de les décrypter, de les expliquer, quitte à ce que je te rappelle à l'ordre. Oui, c'est d'ailleurs ce qui fait que bien souvent, aux grandes dames de notre réalisatrice, Laurent Thomas, je dépasse un peu le temps qui m'est imparti. Il est vrai que je n'ai pas toujours le réflexe, pour le coup, c'est heureusement que tu es là pour me rappeler à l'ordre. Par exemple, parler d'un vin et de citer une macération carbonique, il est indispensable de prendre 30 secondes pour expliquer. Alors, il faut arriver à expliquer, ou en tout cas à essayer de faire comprendre ce qu'est une macération carbonique en 30 secondes. Ce n'est pas très évident, mais j'essaye de le faire. Ou quand on parle de vin rosé, par exemple, du Clairet, eh bien, d'expliquer ce que c'est qu'une macération courte, ce que c'est qu'une saignée. Enfin, le Clairet, officiellement, n'est pas un vin de saignée, mais c'est un vin de macération courte. Mais donc voilà, c'est d'expliquer, c'est d'essayer. Je ne veux pas renoncer à des termes techniques ou à des termes qui peuvent paraître jargonneux ou compliqués, sous prétexte que les gens ne les comprennent pas. Je veux bien les expliquer, mais on ne va pas appauvrir le vocabulaire, on ne va pas niveler par le bas, sous prétexte qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des tas de dictionnaires qui existent, il y a des applications, il y a notamment l'application de l'Académie française avec un dictionnaire absolument exceptionnel. L'application est incroyable, fonctionne très bien. Donc évidemment, par exemple, si je dis tiens, il peut y avoir des arômes empyromatiques, je m'épanche rarement sur les arômes d'un vin, mais là, évidemment, je vais expliquer ce que sont des arômes empyromatiques, mais je ne vais pas m'interdire l'utilisation de ce terme qui est précis, qui désigne quelque chose de précis, sous prétexte que ça pourrait éventuellement ne pas être compris. Je pense qu'on peut avoir un peu d'exigence à l'égard de son public, et lui aussi, ce public aura envie de découvrir et probablement d'apprendre des choses. C'est pas non plus d'une extrême complexité ce qu'on dit, mais donc je conteste un petit peu ce reproche
qui est fait souvent dans le monde du vin, en disant bah oui, mais il ne faut pas jargonner, il faut avoir un vocabulaire très simple. Oui, il faut avoir un vocabulaire très simple. En même temps, c'est bien de connaître plein de mots de vocabulaire. Ça permet de préciser sa pensée, de l'exprimer avec clarté. Et donc, je pense qu'il faut aussi... il ne faut pas céder là. En tout cas, moi, je ne cède pas là-dessus. Je continue à utiliser des termes qui peuvent paraître jargonneux. Je les explique si c'est nécessaire. Mais en aucun cas, ça ne me donne l'impression d'être très puissant ou d'avoir je ne sais quelle domination. Simplement, je pense que la richesse du vocabulaire est un vecteur, enfin, en tout cas, est une condition sine qua non pour transmettre une pensée claire et compréhensible par le plus grand nombre. Donc après, il faut faire un petit effort. Moi, quand j'entends un mot que je ne comprends pas, je prends mon dictionnaire et je regarde ce que ça veut dire. Ou éventuellement, tu l'expliques en 30 secondes, je en l'explique à l'antenne pyromatique, quand c'est nécessaire. Ouais. du grec pyros, le feu, et c'est bon. Ah, ben, je vous propose de goûter un peu de Gagnès dans ses œuvres, puisque le juste prix du vin est vraiment, pour le coup, C'était une émission qui était vachement bien, ça. Au cœur. Mais plus globalement, on a consacré à la question du prix du vin, souvent incomprise par nos auditeurs et nos auditrices, une émission entière. Oui. Mais très régulièrement, alors ça pour le coup, c'est aussi une autre contrainte que je vous impose, on a beaucoup de mails au fil des émissions d'auditeurs et d'auditrices qui ont du mal à comprendre comment on peut parler d'un vin à 25, 27, 32 euros sans préciser que c'est très cher pour le budget moyen du consommateur. Et il est vrai que, alors évidemment on fait des efforts en évoquant plutôt des vins aux alentours des 20 euros Entre ou sous 10 la et barre des 20, 20 euros. la fourchette entre 10 et 20 euros. Mais il est vrai qu'on a eu très régulièrement des réactions d'auditeurs qui allaient jusqu'à nous traiter de parisianistes parce qu'on évoquait certaines cuvées dont les prix étaient un peu supérieurs. En fait, cette émission, elle a mis un peu fin à ça. Cette émission que j'ai voulu faire avec François parce qu'on recevait quand même pas mal de lettres. Moi, j'essayais quand même de rester en dessous des 20 euros, mais parfois j'étais un peu plus ou un peu moins. Et à un moment, j'ai dit, écoute, c'est pas compliqué, on va quand même expliquer que le vin, ça se fait pas tout seul, que ça a une valeur. C'est toujours les mêmes personnes qui demandent toujours des dépenses publiques beaucoup plus importantes, qui ne veulent pas payer d'impôts ou de taxes et qui en même temps vont acheter des produits de consommation étrangers à bas prix à des gens à des produits qui sont faits par des gamins de 12 ans au Bangladesh ou je ne sais où. Donc il faut être un peu cohérent une fois à un moment dans sa vie. Donc si on veut que les gens soient correctement payés, il faut accepter de mettre le prix qui fait que les gens sont correctement payés. Donc c'était un peu l'idée de cette émission. Un extrait de cette émission. Le cadre, en fait, c'est viticulture industrielle face à la viticulture artisanale. Il y a énormément d'éléments qui rentrent en ligne de compte pour définir le prix de revient d'un vin. Le vigneron est face à une multitude de décisions qu'il doit prendre sans arrêt tous les jours, et chacune de ces décisions impacte à la fois la qualité future du vin, mais aussi son prix de revient. Donc c'est très important. Je vais vous donner quelques chiffres pour qu'on fixe un peu le cadre du débat. Ce sont des chiffres qui m'ont été donnés par François Dalle de la Sicavac à Sancerre, qui est un immense spécialiste de la vigne, que je remercie 1000 fois, ainsi que Julien Lavenue de chez De Renoncourt Consultant de m'avoir aidé, parce qu'ils m'ont donné des bons chiffres, ils m'ont donné des indicateurs intéressants. Heures de travail par hectare. Côte-Rôtie, donc Côte-Rôtie, je vous rappelle, c'est la vallée du Rhône Nord. On est à 30 km au sud de Lyon, sur la rive droite du Rhône. C'est un vignoble qui est extrêmement pentu, un vignoble de moyenne montagne, avec une partie des vignes qui sont dans des pentes qui ne sont pas mécanisables, qui travaillent au treuil, et l'autre partie qui est faite de petites terrasses, donc qui ne sont pas mécanisables non plus. Donc ça veut dire qu'on travaille énormément. 1200 heures par hectare et par an de travail en Côte-Rôtie. Sancerre, 700 hectares par heure, 700 heures par hectare et par an. Donc 1200 pour Côte-Rôtie contre 700 pour Sancerre. Moyenne des AOC françaises, 350 heures par hectare et par an. Et la viticulture industrielle de plaine extrêmement mécanisée, c'est 50 heures par hectare et donc par c'est an. Pas du tout la même échelle. Il faut bien comprendre l'enjeu de ce que ça représente, cette histoire de coût. Et ensuite, le nombre d'ouvriers à l'hectare. Côte-Rôtie, 1 ouvrier pour 1,5 hectare. Sancerre, 1 ouvrier pour 3,5 hectares. Et dans ce vignoble qu'on va qualifier d'industriel, il n'y a aucun mépris dans ma voix. Tout le monde doit pouvoir boire du vin. On doit trouver du vin à tous les prix. Mais qu'on fixe au moins les termes du débat. Industriel,
un ouvrier pour 50 hectares. Voilà, on a fixé à peu près le cadre de notre discussion aujourd'hui. On pourra dire ce qu'on veut. Je veux dire par là que je pense que cette ligne de fracture, elle se situe, si fracture il y a, entre une viticulture qui est artisanale, qui fait beaucoup de choses à la main, qui cherche à limiter les rendements, à gagner en qualité, puis une viticulture industrielle qui, elle, cherche à faire des volumes pour faire baisser les prix. Bon, l'idée, c'était de remettre en perspective, de justifier aussi le prix des vins. Le prix des vins a pas mal augmenté ces dernières années, mais il y a encore une fois une justification. Il y avait beaucoup de vins qui étaient sous-valorisés. Il y a encore beaucoup de vins qui sont sous-valorisés, en particulier ici, en particulier à Bordeaux. La raison pour laquelle, d'ailleurs, je ne veux plus tellement parler de vin à moins de 10 €. Je veux parler de vin à plus de 10 € pour expliquer, montrer qu'il y a un moment, si on veut des vins de qualité, si on veut des vins qui nourrissent le corps et l'esprit, mais aussi qui nourrissent le bonhomme qu'il fait, qui lui permet de garder un peu d'argent pour investir, pour entretenir son bâti, pour investir, pour continuer à exister, eh ben, il faut accepter d'en payer le prix. Ou sinon, il faut être cohérent avec soi-même et dire moi, j'accepte, je paye des bouteilles pas chères et je sais que j'appauvris les gens, en fait. Donc, cette émission-là, elle avait pour but, et j'observe qu'on a eu beaucoup moins de retours d'auditeurs, de retours négatifs d'auditeurs après cette émission. Et c'est une émission qui a été très podcastée, très téléchargée d'ailleurs, parce qu'elle faisait de la pédagogie. On est rentré dans le détail du prix consommateur avec les différentes strates du coût d'un vin. Autre exemple, tiens, quand on vous disait que les chroniques de Jérôme Gagnez étaient très Bordeaux-centrées, voire un peu trop, quitte à provoquer la jalousie des autres vignobles, un petit extrait sur cette boisson, cette spécialité. Oui, c'était l'occasion de... Oui, bah vas-y. Tu nous en parles après, mais enfin, je pense qu'on ne va pas tellement créer d'effet de surprise devant un public bordelais qui doit certainement avoir ses habitudes avec ce vin. On va déguster. Sur France Inter. On parle d'un vin que j'adore, un délice. Sui generis, disais-je, en entrée. C'est ça, c'était le début de l'énigme. Oui, c'est un genre en soi. Ça n'est ni un rouge, ni un rosé. C'est un genre en soi. C'est un vin qui a sa propre catégorie. Ça s'appelle le Clairet. C'est une spécialité bordelaise. Et c'est un vin que j'aime beaucoup depuis très longtemps. Alors, lorsque je suis arrivé à Bordeaux, ça a été une des premières choses que j'ai voulu faire, c'était commencer à aller explorer un petit peu les producteurs qui produisaient ce vin. Il y en a de moins en moins, malheureusement. Et c'est assez curieux parce que si on regarde bien les tendances de consommation, on cherche des vins qui sont plus légers, on cherche des vins qui sont moins tanniques, on cherche des vins qui sont vraiment axés sur le fruit, on cherche des vins avec de la fraîcheur. Et puis, si on regarde un petit peu le descriptif de ce qu'est l'archétype d'un Clairet, eh ben, c'est un vin avec de la fraîcheur, peu de tanins, beaucoup de fruits, qui se sert frais, qui est assez léger. Enfin bref, il coche toutes les cases. Et pour des raisons que j'ignore, qui sont assez incompréhensibles pour moi, les instances bordelaises s'abstiennent soigneusement de communiquer sur ce vin. Bref, nous parlons ici donc du Clairet, c'est le Clairet du château Aumonjat, propriété d'Isabelle Bouchon. C'est la 5e génération, c'est son arrière-arrière-grand-père, son arrière-grand-père, son grand-père et son père, et puis ensuite elle qui a pris le relais. Propriété qui a été convertie à l'agriculture biologique en 2010, qui fait 14 hectares. Ils sont à Génissac, juste en dessous de Libourne. Ils sont vraiment collés à la Dordogne. Vous avez Libourne, la Dordogne, et vous avez Génissac. Sur des terroirs qui sont des terroirs de graves d'argile. On est dans l'entre-deux-mers. Et on a là le Clairet archétypique comme je l'aime, c'est-à-dire que pour moi, un Clairet, c'est du fruit, la framboise, la groseille, ce registre d'un fruit rouge frais, très en avant, de la rondeur, parce que c'est un vin qui a un certain confort de bouche, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a de la rondeur, c'est assez caressant, c'est assez sensuel. Petite amertume, légère acidité en finale, c'est tellement caressant, c'est très agréable à boire, c'est un très joli vin. Petit sondage à main levée, qui boit régulièrement du Clairet dans cette salle? Ah bah voilà, Jérôme. Ah bah ça c'est. Il y a quand même pas mal de mains qui se lèvent. Alors est-ce que les instances bordelaises auraient honte de leur Clairet? Je sais pas, c'est à elle qu'il faut le demander. Moi je les ai jamais rencontrés, donc je ne peux pas te répondre. Je le déplore. Je constate simplement que voilà, c'est un vin. Bordeaux sortira de la crise grâce à de multiples initiatives. Mais là, il y a par exemple, on peut citer à Bordeaux une montée en gamme des créments que j'ai moi pu constater il n'y a pas si longtemps que ça. J'en ai goûté une cinquantaine il y a peut-être 6 mois, 8 mois.
j'ai constaté qu'il y avait un nombre significatif de vins qui étaient franchement de qualité tout à fait correcte, voire très bonne. Donc, le Clairet fait partie aussi de la solution, parce que c'est un vin d'abord qui est vraiment spécifiquement bordelais. Enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, vous connaissez le Clairet aussi bien que moi. Et pourquoi est-ce qu'on ne le met pas plus en avant? Pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas un peu plus la promotion? Pourquoi est-ce qu'on n'incite pas les vignerons à en produire un peu plus? Moi, ce n'est pas compliqué. À Bordeaux, quand je vais chez un vigneron, le premier truc que je demande, c'est s'il fait du Clairet. En plus, on a envie de ces vins qui sont digestes. Mais oui, parce que c'est très joli, celui d'eau. Qu'on peut assimiler à un rosé foncé ou à un rouge léger. Mais oui, j'ai regoûté le 2024 d'Isabelle Bouchon, il n'y a pas plus tard que hier matin. Délicieux le 24, super bien réussi. Et la deuxième chose que je fais quand je vais dans un restaurant à Bordeaux, je gueule s'il n'y a pas de Clairet à la carte. Et à Bordeaux, on va au restaurant et dans la carte des rosés, c'est quoi? C'est de la bibine à glaçons de Provence. Faut pas déconner quand même. On est à Bordeaux. Donc il y a un moment, enfin c'est lunaire. Donc foutez-moi dehors la bibine à glaçons provençale et mettez des Clairets. Mettez un truc palo si ça fait plaisir à la clientèle en plus, mais qui est un Clairet. Il faut redonner le goût aux Bordelais de leur vin. Il faut qu'ils se réapproprient leur vin. Et le Clairet fait partie intégrante de ça. Et donc cette chronique, j'en ai fait 2 sur le Clairet, d'ores et déjà. Il y en aura d'autres. Je veux remettre ce vin en avant parce que je suis convaincu qu'il est bourré de qualité, ce vin. Et quand je suis arrivé ici, on a critiqué tant et plus la cave de Quinsac. Il s'avère que quand j'ai fait une dégustation d'une 50aine de Clairet, il y a 1 an et demi, la cave de Quinsac, il y avait une erreur dans les échantillons. Il y avait 2 échantillons de la cave de Quinsac qui étaient les 2 mêmes vins, que j'ai goûté à 6 échantillons d'intervalle. Les 2, je les ai sortis, ça veut dire que je les ai bien notés. Et j'ai bien noté 8 Clairets sur les 50. Mais il y en avait 2 de la cave de Quinsac. J'ai toujours entendu dire depuis 3 ans et demi que je suis arrivé ici que si le Clairet, on n'en faisait plus, on n'en buvait plus, c'était de la faute de la cave de Quinsac parce qu'il faisait de la merde. Ben moi, je suis désolé. J'ai goûté 2 Clairets de la cave de Quinsac qui étaient délicieux, qui sont vendus 4,50 € au supermarché. Donc, à un moment, comment est-ce qu'on veut vivre avec 4,50 € au supermarché? Donc, voilà, ça c'est une chronique qui est engagée, c'est un bien grand mot, mais simplement, voilà, j'ai envie de le dire parce que je trouve que c'est dommage que Bordeaux se prive d'un tel avantage et d'un vin comme celui-là. Et on t'aime beaucoup pour ça, pour ton enthousiasme et ton engagement. Je sais que tu détestes ce mot, tu n'es pas militant, tu es engagé. Oui, oui. Je crois qu'on va boucler. Alors malheureusement, je vous ferai pas... pauvre Guilou. Je vous montrerai pas l'extrait très bon parce que sinon on va déborder. Je voudrais plutôt qu'on termine par 3 cuvées coup de cœur. Oui. Dans des registres très différents. Très différents, ouais. Alors, voilà. Désolé pour très très bon et Guilherme de Serval. Les cuvées coup de cœur de Jérôme Gagnez. Alors le premier, par... une découverte toute récente, c'est Émilien. Tu as 30 secondes. Émilien de la Lande de Nos-Sens. Henri, Émilien, c'est qui? Nos-Sens? Nos Conseil. Nos Conseil, qui m'a apporté ça. Je cherchais un rouge assez souple, assez léger, dans le genre un peu canon de soif, mais avec un petit peu de structure quand même. Il m'a apporté ça, c'est un pur Cabernet Franc du château Lafond du Berger, qui s'appelle Cantelane. 10 €. Quelle autre région propose un vin de ce niveau-là à 10 €? Il n'y en a pas 50. Donc ça, c'est bordelais, c'est un haut médoc. Enfin, que dire de plus? Franchement, il faut le boire, parce que, à la limite, la bouteille, ça devrait être obligatoire d'être mis en magnum, ça. Ça se boit très vite. C'est quoi ta définition du magnum? Le magnum, c'est le format le plus adapté quand on est 2 et que l'autre ne boit pas. Ça va bien pour ce vin. Et tu l'as déjà lâché. Je l'ai dit à l'antenne. Et je t'ai engueulé en direct. Oui, c'est vrai. Je pense que là, l'Arcom dormait. Non, ils dormaient, ouais. Ils étaient sous. Ils étaient sous comme des Polonais, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu. Deuxième coup de cœur. Alors, en sort. Jérôme Gagnez m'a fait une double surprise aujourd'hui. On a tâté du terrain. Ouais, on en sort. Verdus, ça fait 5-6 ans que je goûte leur vin. Et puis j'ai trouvé ça bon dès le départ, mais bon, j'avais pas toujours trouvé un truc vraiment qui me plaisait beaucoup. Puis à mesure que je goûte, j'ai goûté des cuvées qui me plaisaient de plus en plus. J'en ai parlé dimanche dernier à l'antenne. Un très joli Bordeaux Sup à 9,50 €. Enfin, il y a un moment,
9,50 € un Bordeaux Sup, il est délicieux, il était parfaitement équilibré. Et puis un Sauvignon à 8 €, un vrai bon vieux vin de soif, un blanc, c'est le blanc du casse-croûte de 9 h quand on se lève un peu tôt. Et puis ça, j'aime beaucoup ce vin, d'abord parce que j'aime beaucoup ce vin tout simplement, et en plus je trouve que c'est un merveilleux ambassadeur de ce fantastique cépage bordelais qu'est le sémillon. On ne met pas non plus suffisamment ce cépage en avant. Voilà un cépage qui est spécifiquement bordelais, quasiment. On en trouve d'ailleurs des très beaux exemples aussi en Provence, en appellation. Mais voilà un cépage qui donne un vin qui est un beau vin, qui a de la complexité, de la profondeur, qui a de la race. Le Sauvignon, c'est formidable, mais on en trouve absolument partout. Le Sémillon, on n'en trouve pas vraiment partout. Et là, c'est le principe d'une Solera. Et là, en l'occurrence, c'est un 18-21, donc principe d'une Solera, début initié en 2018, avec de la profondeur, de la texture, de la densité, de la complexité aromatique. 19 €. Enfin, vous prenez un billet de 19 € si ça existait, allez en Bourgogne, vous allez voir comment on va vous recevoir. Vous irez éventuellement, on va vous mettre dans le vestiaire et puis c'est terminé, quoi. Il y avait du gras, de la vivacité, oui, c'est très une beau. aromatique très fine, délicate. Ouais, un très joli vin. On a goûté ça au déjeuner et on s'est absolument régalé. Et je suis obligé de te suivre dans l'idée que c'est un excellent rapport qualité-prix. Ouais. Et enfin, alors, rapport qualité-prix, dernier coup de cœur, même si c'est un bon rapport qualité-prix, en fait, paradoxalement. Oui. On a visité ce domaine dans l'après-midi. On est du côté de Margaux, à Arsac. Voilà. Et Clos du Four, ça, c'est un domaine que j'ai découvert grâce à Julien Bell de nos teams. Je le remercierai jamais assez. Je trouve ce vin, j'aime énormément ce vin, j'aime vraiment beaucoup ce vin. Il a tout d'un grand, il en a aussi un peu le prix, il a tout d'un grand. C'est d'une complexité, d'une élégance, d'une finesse, d'une intensité, d'une race. C'est extraordinaire comme vin. Avec une texture et un toucher de bouche avec phénoménal. Un toucher de bouche d'une élégance et d'une finesse qui est tout à fait remarquable. Tous les vins que nous avons vus là sont des vins qui aussi, chacun dans leur style, incarnent une part du renouveau bordelais. Ça, dans le renouveau bordelais, c'est surtout le travail absolument extraordinaire que fait Christophe Landry, le vigneron, avec Julien Bell, sur l'élevage, avec énormément de contenants différents, à la fois dans les matériaux et dans leur taille. C'est un travail de très haute couture sur l'élevage. Et le résultat est qu'on garde la densité qu'on peut attendre d'un grand vin de Bordeaux, d'un cru classé, on pourrait dire, mais avec une délicatesse de texture, un soyeux et une élégance, moi, qui me remplissent de joie et de plaisir. Et puis avec un soin très particulier porté aussi à ces vignes, dans des méthodes culturelles qui vont parfois à l'encontre de l'image un peu phytodépendante qu'on peut avoir de la viticulture bordelaise. Alors il est scrupuleux, il a choisi l'agroécologie. Mais d'ailleurs, il est très scrupuleux, il est en bio, mais il y a quand même beaucoup aujourd'hui. On voit, quand on se balade dans les vignes à Bordeaux, c'est pas du tout comme à Chablis. Chablis, on a l'impression d'avoir fait un voyage sur la Lune. Il y a du béton partout, tellement il désherbe encore en plein à Chablis. Beaucoup. C'est une appellation qui n'est pas très vertueuse de ce point de vue-là. À Bordeaux, on voit des belles vignes qui sont bien tenues. On voit beaucoup de vignes dont les sols sont un peu travaillés. Enfin, je veux dire, Bordeaux a considérablement évolué. Et Bordeaux, d'ailleurs, ne se défend pas non plus suffisamment sur ce thème-là. À l'époque, Bordeaux était déjà la première région de France en termes de surface bio comparée à la surface globale. Mais vous croyez que les instances bordelaises auraient dit « Attendez, vous êtes gentils, mais vous dites qu'on est phytodépendant, qu'on est épouvantable, mais enfin on est la première région bio de France en termes de région viticole. » Ben non, pas de son, pas d'image. Bon, ça a été très peu dit. Hein. Ouais, enfin, honnêtement, ils l'ont dit juste derrière la porte pour être sûr qu'on ne les entende pas. Il y a un moment, Bordeaux a beaucoup changé de ce point de vue-là. Enfin, voilà, donc voilà, c'est une incarnation de ce changement bordelais, le Clos du Four avec Christophe Landry. Pour ceux qui ont le panier, le porte-monnaie bien garni, vous pouvez en acheter un wagon parce que c'est vraiment très très bon. C'est sur ces mots que s'achève cette conversation amicale. Merci à toutes et tous. On a le temps pour quelques questions ou...
petit peu de temps pour quelques questions. Donc, dans la salle, je vous invite à lever le bras si vous avez des questions. Et Loïc se fera un plaisir de vous lancer le petit cube en mousse. Oui. Oula, il y a beaucoup de questions. Oula. Parlez et bien sur dans le... Zoom également, n'hésitez pas à nous envoyer les questions, que je puisse les retransmettre à nos invités. Alors, Parlez bien dans peut-être le rond Loïc... noir. Et je vais vous faire la passe. Vous êtes prêts? Ici en bas. Oh, Reprise de saison, hein, donc je suis plus trop visé. Bravo. Allez, c'est bon pour le bébé. Oui, merci messieurs d'abord. Et puis j'aimerais juste une petite question. L'un comme l'autre, vous êtes arrivé, cette passion du vin, vous êtes arrivé dès l'enfance, un grand-père viticulteur ou Au berceau. Au berceau. Formidable. Comme un Non, Ricard. pas presque. Un oncle, une famille paternelle très intéressée par le sujet et un oncle très très grand connaisseur et qui m'a, à un moment où j'étais censé réviser des examens en première année de fac, j'ai bien révisé le vin en revanche cet été-là, beaucoup moins mes examens. Mais ça m'a amené là où je suis, donc je n'ai pas perdu mon temps. Ouais, c'est familial en tout cas. Mais c'est souvent d'ailleurs une affaire d'imprégnation Oui, familiale, bien sûr. même s'il n'est pas exclu d'avoir totalement échappé au vin jusqu'à l'âge de 20 ans et subitement de s'y intéresser à la faveur d'un chouette dîner au restaurant ou d'un dîner entre copains où tout d'un coup on a le déclic, ça fait tilt quand on boit une belle bouteille. Moi, je suis encore une fois beaucoup plus modeste que Jérôme, mais j'ai été habitué au bon vin de la vallée du Rhône et notamment de la vallée du Rhône Nord grâce à mon père qui en remplissait sa cave puisque j'habitais à Lyon. Je suis lyonnais de naissance et j'allais régulièrement voir tous les étés. C'est une tradition que je poursuis. Là, je vais encore me faire attaquer parce que je ramène toujours ma Corse. Ah, là Mais, voilà. Elle est Je me demandais si on allait en parler de la Corse quand même. Ça m'en manquait. Ma mère est bastiaise et il se trouve que j'ai la chance d'avoir une petite maison dans le village de Patrimonio. Et on y allait depuis tout petit. Alors Patrimonio a longtemps fait des vins un peu corpulents, un peu râpeux, un peu rustiques. Il y a eu beaucoup de progrès depuis, notamment avec le cépage Nielucciu, qui est un cousin du Sangiovese toscan d'ailleurs. Mais je me suis beaucoup aussi intéressé au vin insulaire et notamment au vin, on parlait de Christian Humbert, du domaine de Torraccia dans le sud de la Corse, mais également je me suis beaucoup intéressé très jeune à de grandes signatures, Yves Canarelli, Abatucci, Antoine Arena, Patrimonio et quelques autres. Voilà. Donc c'est toujours une affaire souvent de rencontres humaines. De belles bouteilles et de belles rencontres aussi humaines, c'est très important ça. Est-ce que tu as des questions en ligne, Nachidine? Pas encore. Par contre, plusieurs auditeurs vous remercient pour vos propos et pour la clarté de vos propos et votre engagement. Donc, je transmets. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le... Oui. Alors, tout en bas, on va faire des petits bonds au micro. Mais il y a une dame là qui a en haut. J'ai une question. Voilà. Bonsoir et merci beaucoup. C'était très clair. Et notamment, j'ai une question par rapport au prix des vins que vous avez abordé. Qu'est-ce que vous pensez des prix des vins dans les restaurants qui sont très souvent ce qui plombe les additions et donc qui retiennent forcément le choix parce qu'on va plutôt s'orienter sur un prix plutôt que sur une qualité? Question qu'on a abordée dans la voiture cet après-midi. Et c'est, il faut bien le dire, le levier de marge de la plupart des restaurateurs, et notamment à Paris. On essaye de faire des efforts sur le prix des menus et on se rattrape un peu en faisant des coefficients qui allaient jusqu'à 7, 8. Sans dénoncer personne, on avait dans ta voiture tout à l'heure, ou dans ton van, plus exactement, avec lequel tu as traversé l'Écosse pendant 2 semaines, c'est ça ? Une discussion sur le prix des vins sur la carte de Jean-François Piège, son restaurant La Poule au Pot. Alors, là, bon, c'est un peu c'est un peu exceptionnel dans le sens où chez Jean-François et notamment à La Poule au Pot, les vins sont particulièrement chers, mais d'une façon plus générale, je vous rejoins. J'aurais un peu de mal à répondre. Je ne suis pas restaurateur moi-même. Les restaurateurs ont toujours tout un tas d'excuses à donner pour justifier les prix exorbitants des vins sur leur carte. Parce que les verres, parce qu'il faut le service, parce que machin, bon, très bien, je veux bien, mais quand on va un peu à l'étranger, notamment en Espagne et en Italie, on constate qu'il y a quand même un très grand nombre de restaurants dans lesquels il y a des très beaux verres, il y a plein de gens qui vous servent, et les vins ne sont pas hors de prix. Donc il y a bien une solution, d'une façon ou d'une autre. Je dois quand même aussi avouer qu'il y a quand même, depuis une dizaine d'années,
une multiplication de restaurants avec des cartes des vins qui sont beaucoup plus raisonnables. C'est vrai. J'ai fait tout un boulot l'année dernière pour un concours de cartes des vins qui s'appelle Star Wine List. Et j'ai consulté un très grand nombre de cartes des vins. Il y en avait quoi? J'avais peut-être une petite centaine de cartes des vins à consulter. Et il y en avait quand même beaucoup qui étaient plus ou moins longues et pas forcément dans des restaurants étoilés très chers. Il y avait aussi beaucoup de restaurants plus modestes, des bons bistrots avec des très solides cartes des vins et des prix très raisonnables. Il y en a ici pas mal à Bordeaux. Hein. Vous avez des restaurants ici à Bordeaux où vous avez chez Bui par exemple, c'est un restaurant taïwanais. Il y a une très jolie carte des vins avec des prix qui sont très raisonnables. Il y a un restaurant qui s'appelle Memestra qui est à côté de Nansouty avec une très jolie carte des vins et des prix très raisonnables. Donc il y en a, il faut chercher un peu. Mais oui, d'une façon générale, je vous rejoins, le prix du vin au restaurant est un problème. Mais on constate en effet au fil de nos expériences, notamment dans les tables parisiennes, pour les besoins de notre émission très très bon, une petite tendance à l'effort. Oui, quand même. Avec des cuvées très raisonnables. Moi, il y avait longtemps que je n'avais pas vu des cuvées sous la barre des 30 €, notamment à Paris, dans les beaux quartiers, rive gauche, boulevard Saint-Germain. Et c'est désormais une tendance, c'est certainement, évidemment, une façon de tenir compte du contexte économique, du pouvoir d'achat en berne. Mais il y a une tendance à la baisse. Alors, il y avait une question ici, la dame et le monsieur qui est ici avait une question depuis tout à l'heure. On va faire des petits bonds au cube, de façon à ce qu'il descende jusqu'au monsieur, s'il vous plaît. Hop. Voilà, on va le passer son... J'ai une question quand même. Passez-la alors. Profitez-en puisque vous avez le micro. Profitez-la et on ira. Je ne vous oublie pas, monsieur. J'avais une question sur comment est-ce que vous préparez une émission, combien de temps ça vous prend, du côté vin, mais du côté plus général, on va déguster. Je ne peux pas vous répondre, sinon je ne serais plus payé. On la prépare assez longtemps à l'avance, je dois dire. Là, par exemple, on a des sommaires sur les 5 prochaines semaines. On a à peu près nos sujets, on les cale en fonction de la publication des livres de recettes, mais également en fonction d'actualité. On a parfois des impératifs, ce qu'on appelle un peu des délocalisations. Nous allons par exemple partir à Uzès, où j'ai fondé un festival de gastronomie, Jérôme Gagnez en sera. On va à Périgueux aussi au mois de novembre pour le Périgueux, où tu auras l'occasion d'évoquer des vins locaux. Il y a des Périgourdins ou comment ça se passe? Ah oui. Ah ben voilà. Formidable. On sera à Périgueux, ce fameux salon du livre qui de surcroît fête ses 20 ans. Et puis ensuite, une fois qu'on a le thème, évidemment, moi j'aime bien laisser infuser le sujet en moi, donc je me documente beaucoup. J'ai des équipes qui m'aident à me faire de la documentation. Et puis c'est en général une émission, c'est sur 15 jours que ça se prépare. Je lis beaucoup, j'aime me documenter sur le sujet pour le connaître. Je prépare l'émission avec chacun des invités, scrupuleusement, que j'ai au téléphone quelques jours avant. Et puis ensuite, dialogue avec les différents chroniqueurs ou chroniqueuses qui vont intervenir dans l'émission pour décider du sujet. Jérôme, évidemment, m'envoie un petit SMS pour me dire « Sais-tu quelle recette tel invité va faire pour notre émission sur les légumineuses ?» Et en fonction de tous ces paramètres, les choix sont faits. Et ensuite, les derniers jours, on fait ce qu'on appelle un conducteur, c'est-à-dire un déroulé très précis avec ma réalisatrice de l'émission. Donc c'est pas du papier à musique parce qu'il y a toujours une part de liberté et d'imprévu. L'émission va jamais exactement à l'endroit où l'on prévoit qu'elle va, mais globalement on essaye en tout cas c'est très préparé pour répondre à votre question. On n'y va pas les mains dans les poches. Et moi j'ai pour le coup alors d'abord François-Régis me laisse une liberté absolue et totale. Et du reste, c'est assez rare que tu saches avant le vin qui a. En fait, tu le découvres un peu quand j'arrive le dimanche matin au bureau. Moi, je n'écris pas mes chroniques. Donc, j'arrive sur le plateau avec ma bouteille, un tire-bouchon, il y a des verres. Je suis entouré d'une dizaine de chroniqueurs. Et globalement, les chroniqueurs arrivent avec un papier. Alors, certains chroniqueurs arrivent avec 4 ou 5 post-it avec des idées forces qu'ils collent comme ça sous leur micro et ils arrivent comme ça à jongler et leur propos est fluide. Certains ont vraiment leur chronique écrite du premier au dernier mot et me prévoient même des relances que je formule. Et là, c'est comme une espèce de dialogue de théâtre qu'on essaye de jouer un peu spontanément. Mais dans le cas de Jérôme Gagnez, c'est effectivement sans filet. Le monsieur arrive avec sa boutanche,
Je l'ai surpris dimanche dernier, je lui en ai fait la remarque. Je l'ai surpris avec un petit papier. Parce que d'habitude, il se souvient même de tous les vignerons, de toutes les personnes dont il va parler. Tu te souviens des noms, des prénoms, des lieux dits, des noms des cuvées, de l'appellation, de ça. Même, je me dis même, je te vois faire de temps en temps quand tu resitues géographiquement un domaine. Je veux dire, il a un peu tout dans sa tête. Mais je te vois rarement, effectivement, avec une note, une anti-sèche ou un papier. Non, j'écris pas mes chroniques parce que moi, j'aurais l'impression de lire, j'aime pas. Je préfère avoir. Je sais pas, je me sens plus à l'aise sans rien. Et la première fois qu'il nous a fait le coup, parce qu'on lui avait fait des essais, évidemment, en studio, il était venu, tu avais débouché une bouteille et tu avais commencé à en parler spontanément. Je t'ai demandé, est-ce qu'il faut qu'on t'imprime ta chronique ou... Non, c'est bon. Mais j'avoue que la première fois, quand on a été en direct et que tu es arrivé les mains dans les poches, même si... T'es pas fondamentalement stressé au micro? Non. Mais c'est moi qui stressais. Je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner? Et puis en fait, le garçon s'en sort plutôt pas trop mal, quoi. Merci beaucoup. D'entrée. On va passer à une dernière question. On va passer à la question dans la monsieur salle qui lève le bras. Peut-être juste en attendant que ça passe. Il y a un téléspectateur du coup qui nous dit vous nous avez donné envie d'ouvrir une bouteille de claret. Donc, merci Jérôme. Ça c'est une excellente nouvelle. Que pensez-vous des clarets, des rouges très ronds à boire frais? Alors, je les ai pas encore goûtés, donc je réserve mon jugement. Il est a priori plutôt négatif. À partir du moment où on commence à autoriser à foutre du sucre dans le vin, c'est qu'on a un peu perdu les pieds, je pense. Donc, pour l'instant, je suis plus que réservé, mais j'attends de goûter. Parfait. Concentrons-nous sur le claret en attendant. Alors ma question, elle est pour Jérôme, mais avant de poser ma question, moi je suis Bayonnais, donc je suis tranquille, et si je vous ai bien suivi, vous nous avez expliqué que le con c'est vous? Que le con c'est vous? J'ai bien compris? Ben oui, les Bordelais d'adoption, vous avez bien compris. C'est moi, ouais. Alors plus sérieusement, vous nous avez expliqué que tout travail a un coût. Ouais. Ok, on est d'accord avec ça. Sauf que là, derrière, il y a le goût. Et au restaurant, pour en revenir à l'histoire du restaurant, quand on nous fait goûter le vin dans un bon restaurant, vous dites facilement que quand un vin n'est pas bon, vous dites qu'il n'est pas bon. Est-ce que vous vous autorisez à refuser ce vin? Ah, bonne question. Bien sûr. Quand alors, soit j'ai choisi moi-même le vin, et dans ce cas, je pose la question s'il y a un sommelier, je lui demande. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps, dans un restaurant, je demande au sommelier, est-ce que ça, c'est pas trop sur la réduction? Parce que je connaissais le vigneron, je n'avais pas goûté le vin depuis longtemps. Et il me dit, non, ça va, c'est pas trop sur la réduction. Bon, ben, il me fait goûter le vin, il ouvre la bouteille, ben, je lui dis, si, c'est très sur la réduction quand même. Bon, on n'avait pas la même échelle de valeur sur cette réduction grillée très à la mode en Bourgogne, qu'on trouve aussi dans certains vins de Loire. Donc là, je lui ai dit, est-ce qu'on peut changer la bouteille? Parce que ça ne correspond pas à ce que je demande, quoi. Donc il y a un moment où... Alors il est évident que dans certains restaurants, on me reconnaît. Donc j'ai un poids qu'un client lambda n'a peut-être pas. C'est une évidence aussi, ça. Alors, je suis pas Michael Jackson, hein, je fais mes courses tranquilles, hein, donc restons calmes. On ne me reconnaît pas partout non plus, hein. Mais il peut arriver qu'on me reconnaisse. Dans ces conditions, il est évident qu'on est très gentil avec moi d'une façon générale. C'est tout à fait juste. Mais si une bouteille ne me plaît pas, alors je ne parle pas d'un défaut rédhibitoire type TCA, goût de bouchon, des phénols à puce à barque en fer ou ce genre de choses. Mais si un vin ne correspond pas à ce que je demande et que j'ai briefé le sommelier sur le sujet, oui, je lui renvoie la bouteille. Je lui dis, gardez-la, vous ferez des sauces avec, mais moi je vais prendre autre chose. Je crois qu'on va devoir malheureusement arrêter en termes de timing. On se quitte. Merci beaucoup à nos deux intervenants. Merci à vous. À tout le monde pour les questions. Et donc, désolé pour celles et ceux qui n'auraient pas pu poser de questions. La discussion pourra se poursuivre un peu tout à l'heure avec un verre de vin. Donc on vous invite à remonter et à boire un verre de vin qui nous a été offert par notre mécène. Donc n'hésitez pas si vous voulez poursuivre la conversation.